On va présenter la démarche ergonomique pour analyser une situation de travail. Utiliser un exemple de situation de travail. Stéphanie, 34 ans, titulaire du CAP employée de vente et hôtesse de caisse dans un hypermarché. Elle travaille soit de 9 heures à 17 heures, soit de 14 heures à 22 heures. Son travail consiste principalement à encaisser les achats des clients au rythme d'environ 3 minutes par client. Elle doit accueillir le client, contrôler les produits, enregistrer les produits, vérifier que l'article est bien scanné en écoutant le bip sonore du scan et maintenir son espace de travail propre. Pour enregistrer les articles toutes les 3 secondes, elle saisit par rotation droite du tronc un article sur le tapis roulant, le soulève pour le scanner à 20 cm de hauteur, puis par rotation gauche du tronc évacue les articles scannés. Fatiguée à la fin de la journée, elle souffre de douleurs au dos et aux épaules comme ses collègues affectés au même poste. L'ambiance de travail est mauvaise et il y a beaucoup d'absentéisme. Son environnement de travail est le suivant: caisse enregistreuse avec clavier, scanner, tapis roulant, rouleau glissant, pack de marchandises jusqu'à 8 kg, ce qui correspond à environ 250 kg en moyenne manipulés par heure, poste en sortie de magasin près des portes avec des courants d'air, de la chaleur, du froid, exposition au bruit à cause des animations, de la musique d'ambiance et éclairage artificiel éblouissant. On va compléter le schéma de compréhension de la situation de travail. Le schéma de compréhension de la situation de travail se présente ainsi, c'est-à-dire qu'on va avoir d'abord les déterminants opérateurs, les déterminants entreprises, le travail prescrit, le travail réel qui va être divisé en tâches réelles et activités réelles, les effets sur l'opérateur et les effets sur l'entreprise. On s'intéresse d'abord aux déterminants opérateurs. Donc, les déterminants opérateurs, c'est tout ce qu'on sait sur l'opérateur. On sait que Stéphanie a 34 ans et qu'elle est titulaire du CAP, employée de vente. On va ensuite chercher les déterminants entreprises. On sait qu'elle travaille dans un hypermarché, qu'elle a 3 minutes par client, qu'elle doit soulever 250 kg en moyenne par heure, et puis qu'elle a des courants d'air, de la chaleur, du froid, une exposition au bruit, un éclairage artificiel éblouissant. Après, on va s'intéresser aux effets sur l'opérateur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va remarquer de positif ou de négatif le travail a comme effet sur l'opérateur. Donc, situation de travail. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à la fin de la journée, elle est fatiguée, qu'elle souffre de douleurs au dos, aux épaules. De la même manière, on va chercher les effets sur l'entreprise, qu'ils soient positifs ou négatifs. L'ambiance de travail est mauvaise et qu'il y a beaucoup d'absentéisme. Dans notre schéma de compréhension au niveau des effets sur l'entreprise. Ensuite, on va s'intéresser au travail prescrit. Alors, qu'est-ce que c'est le travail prescrit? En fin de compte, le travail prescrit, c'est ce qui serait écrit dans la fiche de poste, c'est-à-dire le travail pour lequel elle a été embauchée. Elle a été embauchée pour encaisser les achats des clients. Dans le travail prescrit. Après, on va s'intéresser au travail réel. Le travail réel, c'est en fait la manière dont elle va faire ce travail prescrit, c'est-à-dire tout ce qu'elle va devoir faire pour faire le travail prescrit. Elle doit encaisser les achats des clients. Pour ça, elle va devoir faire des tâches réelles et des activités réelles. Les tâches réelles, c'est tout ce qu'elle doit faire, étape 1, étape 2, étape 3. Les activités réelles, c'est la manière dont elle le fait, ces différentes étapes. Donc, on va regarder d'abord les tâches réelles. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit accueillir le client, contrôler les produits, enregistrer les produits, vérifier que l'article est bien scanné et maintenir son espace de travail propre. On va donc les inscrire dans les tâches réelles. Les activités réelles, c'est comment elle fait toutes ces tâches. Dans notre situation, on va parler de comment elle fait pour enregistrer les articles. On nous dit qu'elle doit saisir par rotation droite du tronc un article, qu'elle doit le soulever,
et puis qu'elle fait une rotation gauche du tronc pour évacuer les articles. On sait également que pour vérifier que l'article est bien scanné, il faut qu'elle écoute le bip sonore du scan. Les activités réelles. Maintenant que notre schéma de compréhension de la situation est complètement rempli, on va mettre en relation les facteurs de cause avec un effet. Ici, on va s'intéresser à l'effet douleur aux épaules. Alors, pour ce faire, on va tracer une flèche qui va partir de la douleur aux épaules pour remonter jusqu'au déterminant opérateur et entreprise. À partir de cette flèche, on va y relier toutes les causes qui peuvent provoquer des douleurs aux épaules. Alors, pour plus de facilité de lecture, on va commencer par les activités réelles. Quelle activité réelle peut provoquer une douleur aux épaules? On va avoir bien sûr la rotation. Une rotation, qu'elle soit gauche ou qu'elle soit droite, va forcément solliciter les épaules et donc provoquer des douleurs. Le fait aussi de soulever des produits va pouvoir provoquer des douleurs au niveau des épaules. Après, on va se poser les questions, ces activités réelles sont reliées à quelles tâches réelles? Donc, le fait de saisir un article, de le scanner et tout ça par rotation, c'est lié à la tâche réelle, enregistrer les articles. Maintenant, on remonte un petit peu et on s'intéresse aux déterminants opérateurs et entreprises. Quel déterminant peut provoquer, amplifier les causes pour l'effet douleur aux épaules? Ça va être le fait de soulever une charge de 250 kg par heure ou la contrainte de passer 3 minutes par client maximum. Maintenant que nous avons retrouvé la relation des facteurs de cause avec un effet, on va pouvoir construire notre hypothèse. Pour construire l'hypothèse, on va remplir une phrase standard qui ressemble à celle-ci. Donc, il semble que l'effet de, alors là, on va aller chercher les déterminants opérateurs et entreprises qui vont conduire donc finalement notre opérateur à faire des tâches réelles et des activités réelles qui vont entraîner l'effet négatif, donc l'effet douleur aux épaules. Alors allons-y, cherchons d'abord les déterminants opérateurs et entreprises. La flèche que nous avions fait tout à l'heure de mise en relation des facteurs de cause avec l'effet douleur aux épaules et que je regarde dans les déterminants, on voit qu'on a deux déterminants entreprises, la charge de 250 kg par heure et les 3 minutes par client. Il semble que le fait de soulever une charge en moyenne de 250 kg par heure en passant 3 minutes par client conduise vers des activités réelles. Quoi comme activité réelle? À faire des rotations pour scanner des articles afin de les évacuer. Stéphanie a effectué une rotation du tronc, droite et gauche, pour scanner les articles et les évacuer, ce qui entraîne, bien, ça entraîne les douleurs aux épaules. Une fois qu'on a construit notre hypothèse, ce qu'on veut, c'est démontrer, grâce à cette hypothèse, qu'il y a un travail qui conduit à un effet négatif sur la santé de notre employé. Donc, ce que nous voulons maintenant, c'est trouver des solutions pour que toutes les causes qui ont provoqué ce problème, on puisse les diminuer, les régler. On va donc proposer des mesures de prévention. Des mesures de prévention qui soient adaptées aux causes qu'on a mis en exergue. Par exemple, soulever une charge de 250 kg par heure, passer 3 minutes par client et puis bien sûr effectuer les rotations. Donc, je rappelle que pour les mesures de prévention, on va privilégier d'abord la prévention intrinsèque, c'est-à-dire la prévention qui va viser soit supprimer le risque, comme par exemple mettre en place le libre scannage. Forcément, dès le moment où ce n'est plus la caissière qui scanne, elle n'a plus à déplacer une charge de 250 kg par heure. Ou alors à réduire le risque. Ça va être le cas des codes barres détachables qui diminue le nombre, le kilo que la caissière va devoir déplacer. On va avoir ensuite la protection collective. Donc, la protection collective, elle est intéressante parce qu'elle va protéger tous les caissiers qui feront le même travail. Ça va être par exemple le fait de mettre en place une rotation du personnel
pour que le personnel ne travaille pas toujours par la droite ou toujours par la gauche. Ça va être le fait de mettre en place un siège à hauteur réglable avec des appuis-tête et appuis-bras. On va avoir la protection individuelle. Donc, celle-ci ne protège que l'individu, donc uniquement la caissière, comme par exemple mettre des patchs sur les épaules. Et enfin, on a la formation-information. Celle-ci, c'est la moins intéressante parce qu'elle protège beaucoup moins. Hein. Si on ne respecte pas la formation qu'on nous a donnée, on n'est plus protégé. Donc ça va être l'exemple, par exemple, de la formation à la prévention des risques liés à l'activité physique.